gens vont rentrer, on va les admettre. Voilà, Evelyne. Admettre. OK. Alors moi, j'appuie sur enregistrer. Donc, c'est fait pour moi aussi. Voilà. Moi aussi, je le fais. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence Zoom organisée par la Commission Israël nationale et Philippe Meyer, président du Bnei Brit France. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour une intervention sur un sujet ô combien d'actualité qui concerne vraiment notre avenir, celui de nos enfants et celui de nos petits-enfants également, qui est le défi climatique. Peut-être avant de commencer, Philippe, tu veux dire un petit mot ou je te démute? Voilà, bon, très rapidement, parce que c'est surtout Norbert qu'on va écouter. D'abord, bonsoir à tous et je voudrais d'abord remercier la Commission nationale Israël et Véronique, enfin plutôt Véronique et la Commission nationale Israël pour non, honneur aux dames. Et pour avoir organisé cette rencontre, cette conférence de ce soir, et bien sûr remercier chaleureusement Norbert d'avoir accepté d'être avec nous. Et Ezra. Pardon. Voilà, il y a deux intervenants. Hein. Voilà, juste. Et le principal pour cette soirée, ce sera Ezra, plus que moi. Double remerciement Ezra. Comme l'a dit Véronique, le sujet est évidemment d'actualité. Il l'est depuis longtemps, il le sera de plus en plus. Et c'est vrai que quand on parle souvent du monde d'après, si tant est qu'il y en ait un, on pense bien évidemment à ces questions d'environnement et ces questions écologiques. Et on pense également au fait que sur ce thème, comme sur beaucoup d'autres, Israël a une carte à jouer, bien évidemment, par son expertise, par ce qui est déjà fait et par ce qui sera fait. Et c'est toujours très intéressant et très important pour nous, militants Bnei Brit, d'entendre les arguments qu'on entend ce soir sur la place et le rôle que joue Israël sur cette guerre, quelque part, qui en est une autre, hein, la guerre pour l'environnement et pour la sauvegarde de notre planète. Et on a vu à quel point on pouvait être menacé. Et donc, c'est vrai qu'au Bnei Brit, avec Véro et la commission, où on est particulièrement attaché à défendre l'image d'Israël, pas que de façon, j'ai envie de dire, combative, mais également de façon positive, parce que c'est quelque part la façon la plus efficace, et de montrer Israël sous son meilleur jour, et on n'a pas besoin de beaucoup se forcer pour ça. Un de ces meilleurs jours, c'est précisément la place et le rôle que joue Israël sur ces sujets d'avenir, qui parlent à beaucoup de monde sur cette planète, et pas uniquement qu'aux Juifs, peut-être même pas assez aux Juifs, pas assez à la communauté juive. Et peut-être que là aussi, c'est un rôle que doit jouer le Bnei Brit, qui joue ce soir, et qui doit continuer de jouer, c'est-à-dire de mettre en avant ce type de problématiques qui ne sont pas celles qui sont d'habitude sur le devant de la scène quand on parle d'Israël, quand on parle d'antisionisme, quand on parle de problèmes politiques ou d'antisémitisme. Et pourtant, ce sont des sujets qui sont au moins aussi importants, voire plus importants, parce qu'il s'agit de notre planète. Et c'est très important aussi pour la société de montrer non seulement qu'Israël est en pointe là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses, mais également que la communauté juive a la capacité et quelque part l'intelligence de s'accaparer également de ces sujets-là, qui sont essentiels pour la société. Et comme d'autres sujets, on n'a pas à les laisser à d'autres. Donc c'est pour tout ça que voilà, Véronique a eu une très bonne idée d'inviter Ezra et Norbert. Nous, on a une très bonne idée d'assister parce que ça nous donnera des arguments dans notre combat pour le soutien à Israël. Et pour tout ça, merci à nos deux conférenciers. Bonne soirée à tous. Merci Philippe. Merci. Alors pour nous éclairer, donc, nous avons nos deux intervenants qui ont bien sûr des compétences indiscutables, Ezra Banoun et Norbert Lepsik. Alors,
Si les présidents qui sont présents souhaitent avoir nos invités dans leur tenue future, eh bien, vous mettrez directement en rapport avec Norbert. Je pense que ce sera le plus simple. Nous avons prévu 40 minutes d'intervention, puis 15 minutes de questions, et ensuite Philippe clôturera la soirée. Alors, vous pouvez bien sûr à tout moment commencer à poser vos questions par écrit et je les transmettrai à nos intervenants. Donc Ezra, encore bonjour et encore merci d'être avec nous. Tu es un expert en sciences de l'environnement grâce à ton parcours pluridisciplinaire. Tu es un ingénieur des mines de Paris. Tu as travaillé à l'ENSAE, qui est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Puis tu as été directeur adjoint d'une société française de traitement des eaux usées. Et en 1979, tu fais ton alia et tu crées la société qui s'appelle Tarmac, qui est devenue une des plus importantes en termes d'eau usée en Israël. Et cela grâce à un procédé que tu as mis au point, Ezra. Ta grande expertise te permet aujourd'hui d'être un consultant recherché. Tu es très investi dans l'aide aux pays d'Afrique grâce aux technologies israéliennes et à des initiatives d'associations. On peut voir un reportage où tu as été interviewé sur I24. En fait, Ezra, pour résumer, tu es un passeur. Alors, merci de nous faire partager tes connaissances sur un sujet aussi important que le défi climatique, avec l'ouvrage que tu viens de coécrire avec Norbert qui s'appelle « Le défi climatique, catastrophe ou opportunité ». Norbert, c'est à toi, c'est à ton tour d'être présenté. Tu es également ingénieur des mines, je ne sais pas si c'est là où vous vous êtes connu, mais tu as un master de sciences de l'Université de Columbia de New York et tu as bâti ta carrière sur l'innovation et le développement durable. Tu es aujourd'hui un expert dans les sciences de l'environnement. Tu milites au Bnei Brit depuis plus de 30 ans, Norbert. Tu es un fidèle des fidèles de la Commission Israël. Nous avons organisé ensemble, dans le cadre du Bnei Brit France, 2 voyages de journalistes français en Israël, un sur l'eau et l'autre sur l'agriculture, d'ailleurs dans lesquels Ezra est intervenu également. Norbert, tes liens avec Israël sont indéfectibles. Tu as été pendant de nombreuses années le correspondant de plusieurs ONG israéliennes, en particulier la SPNI, qui est la Société pour la protection de la nature en Israël. Et tu es l'auteur de la crise mondiale de l'eau, l'hydrodiplomatie, qui est paru en 2013. Aujourd'hui, Ezra et toi, vous publiez ce beau livre dans lequel vous nous livrez votre analyse des causes et conséquences de ce fameux réchauffement climatique auquel nous sommes confrontés. Et ce qui est vraiment intéressant dans votre ouvrage, c'est que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes des idéologues. Vous ne défendez pas tel courant au détriment d'un autre. Vous les analysez en nous montrant leur réalité, leurs inconvénients, leurs limites, leurs abus et leurs insuffisances. Mais surtout, vous nous dites que face aux catastrophes annoncées, il existe des solutions, en particulier des solutions en provenance d'Israël. Alors Ezra, je te donne la parole, puisque c'est toi qui démarre. On t'écoute sur la présentation du livre. Merci. Les idées que nous allons vous présenter dans ce livre ne représentent pas tout ce qu'il y a dans le livre, une petite partie. Nous avons choisi parce qu'elles sont caractéristiques de la façon de traiter le problème et qu'elles permettent une analyse approfondie du problème. Par contre, si vous voulez savoir plus, il faut rentrer dans le site Défi climatique en un mot et sans accent, trait d'union, catastrophe, trait d'union ou trait d'union opportunité.com. Ce site comporte toutes sortes de présentations, comporte aussi la possibilité de pouvoir acquérir le livre en remplissant la page contact, on l'enverra par la poste et surtout,
Il comporte une page Facebook qui est très, très intéressante et qui comporte toutes sortes d'actualités. Par exemple, récemment, les travaux que nous faisons en Israël qui permettraient à ce que les processus agricoles de développement de plantes permettent de pouvoir fournir l'énergie solaire, ou encore la possibilité de pouvoir transformer les déchets organiques en alcool de haute qualité sans... Allô? Non, 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 il n'y a pas de souci, tout va bien. Oui, je dis ça parce que c'est très intéressant. Il y a des développements technologiques en Israël qui sont très peu connus parce qu'on en parle très peu en France, et c'est bien dommage, et ils présentent le monde de demain. Alors, je voudrais maintenant faire une petite remarque. Nous ne sommes pas face à un changement climatique, disons, de type secondaire. Il s'agit de quelque chose de très, très sérieux et il nous faut revenir à la loi de l'évolution de Darwin. Darwin dit que quand l'environnement se modifie, et en particulier quand il y a des changements radicaux, les espèces en mesure de s'adapter subsistent, se répandent dans le monde et les autres disparaissent. Il a ajouté, les nations c'est pareil, les individus c'est pareil. Il faut comprendre les enjeux pour pouvoir s'adapter et il faut comprendre les enjeux sans avoir peur, sans diffuser l'appréhension, les catastrophes, etc. Parce que ça ne crée rien de bien et c'est ce que nous avons essayé de faire dans notre livre. Je vais vous parler maintenant de quelques-uns des thèmes traités. Le défi climatique n'est pas quelque chose qui est l'essentiel de la crise écologique du monde. C'est probablement quelque chose qui est relativement secondaire, mais l'ennui, c'est qu'il a l'inconvénient d'aggraver tous les problèmes nés par la crise écologique. La crise écologique, ce n'est pas le problème des gaz à effet de serre. Je dis ça parce que vraiment, on nous rabat les oreilles avec des choses qui, pour le monde, sont secondaires. Ce qui est important pour le monde, c'est la pollution en eau douce, c'est la désertification, c'est la malnutrition qui entraîne des millions de morts d'enfants de moins de 5 ans, c'est la déforestation, etc. Et ça, bien sûr, ça ne touche pas les pays développés. Mais c'est extrêmement grave parce que ça touche des millions et des millions de gens et de façon extrêmement... Et c'est important de leur apporter des solutions parce que le défi climatique aggrave les problèmes qu'ils ont déjà. Il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le changement de climat a commencé en 1998 dans le Moyen-Orient et dans les pays limitrophes du Sahara, que ce soit au nord et que ce soit au sud, du côté du Sahel. Ce changement de climat a entraîné pour ces pays une réduction brutale des précipitations de 30%. Pour des pays qui ont très peu de précipitations, une réduction de 30%, c'est vraiment une catastrophe. Et si on veut essayer de comprendre le type de tensions terribles qui ont eu lieu en Syrie, en Irak, au Yémen et dans d'autres pays, il faut aussi tenir compte du fait que brutalement, il y a eu ces réductions de précipitations et les gouvernements en place n'ont pas été du tout capables de faire quoi que ce soit pour y faire face. Alors, je voudrais maintenant essayer de présenter quelques thèmes qui nous ont paru vraiment très intéressants. Le premier thème est celui de l'Algérie.
l'Algérie a fait quelque chose d'extraordinaire à l'époque où presque aucun pays en dehors d'Israël ne l'a fait. L'Algérie a planté, juste après l'indépendance, des millions et des millions d'arbres, hein, c'est la partie à gauche, là-haut, et l'a fait de façon extrêmement intéressante. Ces millions d'arbres n'ont pas été plantés comme du reboisement, mais comme de la reforestation. C'est-à-dire qu'ils ont cherché des solutions avec des espèces particulières, avec des distances particulières, pour que l'ensemble constitue un écosystème stable et qui puisse supporter de façon positive des problèmes tels que les incendies. Elle l'a fait bien avant que les autres pays commencent à s'inquiéter du problème de déforestation. Elle a continué, et elle continue aussi maintenant. Elle l'a fait sans demander ni l'aide technique, ni l'aide financière des organisations internationales, parce qu'elle savait qu'elle n'aurait rien. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Actuellement, les pays sous-développés qui demandent l'aide des organisations internationales ne reçoivent pas grand-chose quand ils ne reçoivent pas des insultes. Et là, je vous parle d'un autre projet, celui des pays limitrophes du Sahel, une douzaine de pays. Le Sahel est très proche du Sahara. Il y a un risque de saharisation, c'est-à-dire que le désert du Sahara constamment progresse. Avec le changement climatique, ce risque agrandit. Les pays du Sahel ont demandé conseil à l'Algérie, ont fait des projets de très haut niveau, les ont présentés aux organisations de l'ONU, qui les ont renvoyés, non pas avec un encouragement, mais avec des phrases très insultantes, disant que ce qu'ils faisaient ne valait rien, ne leur ont pas donné un sou. Ils se sont mis d'accord et ils ont créé un projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte, qui traverse toute l'Afrique et qui est en train de se réaliser. Un troisième problème dont je veux parler, qui n'est pas connu, c'est le problème de la Libye. La Libye était riche en pétrole et avait des sociétés américaines qui faisaient des sondages considérables, c'est-à-dire avec des profondeurs importantes, sondages qu'on ne fait pas d'habitude pour l'eau, en dehors d'Israël, et ces sondages ont mis en évidence quelque chose qui était exceptionnel. Ils ont trouvé de l'eau douce, mais ils ont trouvé de l'eau douce en quantité gigantesque. Et cette eau douce mettait en évidence que le Sahara n'avait pas toujours été un désert et que, justement, il était possible de le récupérer. La Libye, à l'époque, c'était Kadhafi, avant son assassinat, a fait des travaux considérables pour transformer toute la région de la côte en une oasis florissante. Elle a envoyé de l'eau dans la partie est de la Cyrénaïque, elle a envoyé de l'eau dans la partie ouest antipolitaine, et ces travaux ont été financés par elle, là aussi, pas par des organisations internationales. L'ennui, c'est que des gens bien intentionnés ont trouvé que le moment était venu d'assassiner M. Kadhafi. Ces projets sont tombés à l'eau et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui reste, sinon des tensions militaires considérables dans la population. Nous avons présenté ces trois projets pour vous dire que, en dehors d'Israël, il y a énormément d'endroits dans lesquels les populations ou les pays prennent des initiatives et que généralement, ces initiatives ne sont quasiment jamais soutenues par des organisations internationales. Voilà. En ce qui me concerne, je passe la parole. Alors, Norbert
peut-être que tu vas nous faire maintenant un récapitulatif un petit peu. Tu vas nous dire quelles sont les différentes approches qui nous permettent de réagir aux défis climatiques. Oui, tout à fait. Les analyses que nous avons menées, en fait, le livre a vu le jour parce qu'on s'est retrouvés, Ezra et moi, on a discuté pas mal lorsque j'ai écrit mon livre sur l'eau. Il m'a pas mal aidé pour plusieurs chapitres parce qu'il avait les connaissances que moi je n'avais Ezra, pas du tout peut-être dans ce tu peux domaine. enlever ton tableau, s'il te plaît. Ah oui, Voilà. excusez-moi. Excuse-moi. Non, mais très bien. Non, non, pas de problème. Et donc, on est parti du même constat, qu'on parlait beaucoup des problèmes, mais on parlait jamais des solutions. Or, les solutions, on les voit se développer tous les jours en Israël, on les voit se développer dans d'autres pays, et les exemples d'Ezra sont excellents, et il y en a pas mal d'autres. Et à partir de là, on a essayé d'analyser en détail toutes les approches qui sont faites sur ce problème de la crise climatique, parce qu'elle est là aussi, qui vient renforcer la crise écologique dont beaucoup d'organisations vertes dans le monde dénonçaient le fait que c'est le comportement humain qui aurait été à la source de tout cela et qui faisait qu'on n'arrivait pas à résoudre les problèmes. Donc on a trouvé au total, on a caractérisé tout ce que l'on a analysé sous la forme de 8 approches de la crise, du défi écologique et climatique. Aujourd'hui, j'aurais même envie d'y rajouter et sanitaire, parce qu'on a pu constater que certains des mêmes processus étaient en cause également dans cette crise du Covid-19. Quelles sont ces approches? La première qui vient à l'esprit, c'est l'approche supranationale classique qui correspond à celle du GIEC et des COP qui sont organisées depuis des dizaines d'années maintenant, mais qui n'ont qu'une seule mission, qui est d'alerter le public sur le fait que la crise s'aggrave. Peu de solutions sont présentées, sauf celle de réduction d'activité, réduction de la production de CO2 dans l'atmosphère, réduction de tout ce qui peut engendrer des émissions de carbone vers cette atmosphère, vers la mer. Mais finalement, très peu de solutions sont proposées autres que la réduction d'activité et le changement énergétique. Alors, ce changement énergétique qui est proposé, cette transition énergétique, est favorable également pour tout ce qui est réduction de la pollution de l'air, bien entendu. Les deux sont combinés. Mais les COP n'ont aucun pouvoir coercitif, n'ont aucun pouvoir de financement non plus. Elles s'en remettent aux États. Et les États prennent des engagements, mais comme il n'y a personne pour les forcer à mettre en œuvre ces engagements, à la moindre autre crise qui se produit, les choses s'arrêtent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on commence à entendre pas mal, c'est que, vu la crise économique provoquée par le Covid-19, eh ben, il vaudrait peut-être mieux arrêter avec la crise écologique. C'est refuser de voir le problème et de voir les solutions aux problèmes qui existent et qui permettent de résoudre les deux problèmes à la fois. Donc cette approche supranationale classique a un avantage, c'est qu'elle apporte de la connaissance. Elle a un gros inconvénient qui est qu'elle ne propose finalement pas grand-chose comme solution réelle, applicable et comme approche des financements. Voyant que l'approche pays par pays ne donnait rien, un certain nombre d'écologistes ont imaginé une autre approche supranationale fondée sur la géo-ingénierie. Qu'appelle-t-on la géo-ingénierie? C'est essentiellement le fait de changer le climat de la planète en utilisant des moyens technologiques à inventer. La première approche, c'est
en fait de copier le phénomène qui se produit lorsqu'il y a des importantes éruptions volcaniques. C'est à la suite de l'éruption du mont Pinatubo, par exemple, que certains scientifiques ont fait la proposition suivante, c'est de pulvériser des aérosols à base de soufre dans l'atmosphère, parce que ça provoque un refroidissement très important. Personne n'a jamais étudié les conséquences économiques et environnementales possibles que de répandre des aérosols à base de soufre dans l'atmosphère aurait. Les prix pour mettre en œuvre une telle solution sont considérables. Certains des écologistes l'ont évalué à environ 1000 milliards de dollars, ce qui est ce que l'on doit mettre aujourd'hui pour essayer de stopper la crise économique actuelle. Il y a une deuxième méthode dans la géo-ingénierie qui est intéressante parce que celle-là est bon marché, c'est d'ensemencer la mer. Un des scientifiques, monsieur bon, j'ai oublié son nom, c'est pas important, a constaté que la mer, à peu près 20% du volume des mers et des océans, sont des zones à très faible teneur en plancton, alors qu'elles contiennent beaucoup de nutriments. Donc leur idée a été de dire, le plancton étant l'un des moyens de capter le carbone et de le stocker, ils ont donc imaginé d'ensemencer la mer avec de l'oxyde de fer, avec des particules d'oxyde de fer, et derrière pouvoir produire ce plancton, et ce plancton qui lui absorbera des quantités phénoménales de CO2. Le problème, c'est que là aussi, on n'a jamais étudié les conséquences possibles sur l'environnement, sauf dans un cas, une étude allemande qui a été faite dans ce domaine, qui a constaté qu'on produisait en même temps, en sous-produit, un certain nombre de produits qui étaient très nocifs pour la faune marine. Le troisième grand domaine de la géo-ingénierie, c'est celui qu'Ezra a mentionné, c'est celui du reboisement et de la reforestation. Beaucoup de pays s'y sont lancés à très grande échelle. La Chine, le Pakistan, par exemple, le Kenya à plus faible échelle, mais aussi de manière significative, l'Inde ont lancé des grands programmes de reforestation. Certains l'ont fait à la manière dont travaillaient les Israéliens et dont travaillent les Algériens, qui est de faire cette reforestation à partir d'essences natives de la région, de soigner leur environnement de manière à ce qu'elles se développent correctement et qu'on obtienne, comme il l'a dit, un écosystème vivant, un écosystème qui pourra survivre et se développer tout seul. Dans d'autres cas, comme celui de la Chine, on a fait des forêts monocultures et une grande partie des arbres qui ont été plantés sont morts. D'autres parties très importantes de la forêt qui ont été ainsi créées ne peuvent pas réellement donner quelque chose pour la consommation humaine derrière, mais sont simplement un moyen de refroidir légèrement l'atmosphère. La troisième approche que nous avons constatée, c'est l'approche alarmiste, celle qui annonce les catastrophes. C'est, dans sa forme extrême, Greta Thunberg. Il y a derrière, alors il y a un gros avantage, c'est que ça attire l'attention des médias qui en parlent beaucoup, mais ça a un inconvénient majeur, c'est que ça ne parle jamais des solutions. La seule solution qui est proposée par la plupart des alarmistes, c'est qu'il faut réduire l'activité humaine, il faut qu'on change de mode de vie, il faut qu'on crée en fait une crise économique artificielle de manière à pouvoir baisser les consommations. On a vu, on est en train de vivre ce qu'une telle approche peut donner. Autre approche, l'approche climato-sceptique. On a vu un certain nombre de scientifiques, non des moindres, Claude Allègre par exemple était un des premiers dans ce domaine,
pour dire que, en fait, tout ce que l'on disait sur le réchauffement climatique n'a absolument aucune preuve scientifique. Ce ne sont que des statistiques. Des mathématiciens connus dans le monde comme Madame Dahan, Ami Dahan, ont démontré par leur modèle mathématique que ces prévisions que l'on fait sur comment va être la catastrophe dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'ont pas de base scientifique réelle, et il faut ne pas se baser seulement sur ce genre de choses pour pouvoir décider et politiquement décider ce qu'il faut faire. L'approche nationaliste que l'on a vue par ailleurs rejoint parfois celle des climato-sceptiques. L'exemple, le président Trump aux États-Unis ou M. Bolsonaro au Brésil. Mais cette approche nationaliste peut avoir des effets très positifs. Et je citerai un exemple qui est tout à fait remarquable et exemplaire, qui est celui du Kazakhstan. Le Kazakhstan borde la mer d'Aral, qui, avec les projets grandioses de l'Union soviétique, a failli disparaître. Il captait toutes les eaux de la mer d'Aral, qui alimentait la mer d'Aral et qui lui permettait de vivre et de subsister, de manière à pouvoir faire des cultures intensives de coton en particulier. Le résultat était que à peu près 90% de la mer d'Aral avait disparu et avait transformé toute la région en un désert de sel. Le Kazakhstan est l'un des pays riverains de la mer d'Aral. Sur le petit bout de mer d'Aral qui restait, ils sont partis pour restaurer complètement l'environnement, pour réamener de l'eau, l'eau des rivières, et ils ont eu une réussite phénoménale. La vie revient, les manières d'exploiter toute la région sont revenues comme elles étaient auparavant, et une bonne partie de la mer d'Aral est complètement réhabilitée grâce à cette approche. L'approche suivante qu'on a identifiée, c'est partir de l'autre bout. Non pas des grands problèmes et des financements importants que les États sont obligés d'y mettre pour les réaliser, mais partir de l'approche individuelle, qui peut être celle de gens, simplement, qui, dans leur comportement, ont des approches qui permettent de protéger un peu mieux notre environnement. Ça peut être celle d'ONG, ça peut être celle d'entreprises, de start-up. Et on a énormément de succès dans ce domaine. Et là, je laisserai Ezra en parler d'un certain nombre d'entre elles. Un certain nombre d'États aussi ont repris ces approches et ont vu qu'elles avaient un impact, et elles ont mis en place les outils financiers qui permettent de développer ces choses. C'est ce qu'on a appelé les initiatives des États. Quelque part, on peut classer celle du Kazakhstan également dans cette approche-là. Et puis enfin, la dernière, qui est l'approche qui consiste à coordonner toutes les approches en une démarche nationale. Et ça, c'est essentiellement l'approche d'Israël, mais pas seulement. Et Ezra va vous en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure. L'approche alarmiste dont j'ai parlé, j'ai été un peu négatif dessus, c'est le moins qu'on puisse dire, a quand même un très gros avantage. C'est qu'elle a attiré, par le catastrophisme qu'elle annonce, elle a permis que les médias s'emparent des choses, s'emparent de cette démarche, s'emparent de ce problème pour alerter la population. Et aujourd'hui, on commence à voir un certain nombre des impacts de cette population par les demandes des citoyens. Alors, il y a en France la commission sur le climat qui a été lancée par le président Macron, qui a travaillé pendant 9 mois à partir de 150 citoyens choisis par tirage au sort. Ils ont beaucoup travaillé à partir des informations que le gouvernement leur a fournies par le biais des experts qu'elle a convoqués pour leur présenter les choses. Le problème, c'est que
ça aboutit à un ensemble de mesures qui sont toutes interdiction, coercition et punition. Il n'y en a aucune qui est une approche réellement positive sur ce qu'il faut faire, sur ce que l'on peut faire. Et ça, c'est peut-être le plus important. Et c'est là-dessus que la combinaison, et c'est pour ça que je reviens au premier mot que j'ai utilisé, il y a une crise écologique, une crise climatique et une crise sanitaire, et tout cela provoque une crise sociale très importante. Et c'est tout cela qu'il faut arriver à coordonner si l'on veut arriver à sortir et à rétablir un futur joyeux pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est cette partie-là que l'on a beaucoup développée dans le livre, et je vais bientôt repasser la parole à Ezra pour lui permettre de nous donner un certain nombre de résultats qui ont été obtenus. Je voudrais mentionner juste très brièvement, et Ezra en développera certains, quelques exemples de solutions. Celle que je voudrais mettre en avant, c'est aussi l'originalité de la démarche de protection de l'environnement de la Société pour la protection de la nature en Israël. On le voit sur deux choses. D'abord, il n'y a pas de parti vert en Israël. Et pourtant, c'est un des pays qui a pris en compte les problèmes écologiques et environnementaux depuis bien plus longtemps que la plupart. La SPNI a été créée en 1953, donc à une époque où Israël devait absorber des dizaines et des centaines de milliers d'immigrants qui arrivaient démunis de tout à cette époque et qu'il fallait intégrer dans le pays. Et ça a été fait avec un certain nombre parfois d'erreurs sur l'environnement, ce qui a amené un certain nombre de profs d'université à développer cette ONG. Et cette ONG est là, non pas pour empêcher le développement humain, mais pour au contraire faire un développement humain harmonieux et en accord avec la nature et avec l'environnement. On le voit par exemple, je vais prendre juste deux exemples rapides. Il n'y a pas eu besoin de créer un parti vert pour obtenir des législations vertes. Cette ONG, la SPNI, a un groupe de juristes qui font des propositions de loi qui sont soumises de manière toujours bipartisane par un parlementaire membre de la Knesset qui soutient le gouvernement en place et par quelqu'un de l'opposition. Et ces lois sont à un niveau tout aussi développé que toutes celles que l'on a en Europe aujourd'hui, quant aux normes en particulier. Et pour l'établissement des normes aussi, très souvent, on les présente comme quelque chose qui se fait sous une forme très étatique, c'est-à-dire c'est l'État qui impose les normes aux vilains industriels qui n'en veulent pas. En Israël, la coercition est le dernier recours et on n'a pas besoin d'y arriver la plupart du temps. Quand un problème se pose et qui nécessiterait pour pouvoir être résolu une norme, ce qui se passe, c'est que le ministère de l'Environnement convoque toutes les parties prenantes, ONG, habitants, entreprises, et leur demande de se mettre d'accord sur des normes qui vont pouvoir protéger les gens, qui vont pouvoir protéger leur santé, qui vont pouvoir protéger l'environnement. Et la plupart des normes ont été développées de cette manière-là en Israël, sans aucun conflit et sans mettre à mal le développement économique qui va avec. Je ne parlerai pas de la transition énergétique. Là aussi, juste un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est l'exemple de l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire ce sont des dispositifs qui permettent de récupérer l'énergie de la houle, c'est-à-dire la vague qui monte et qui descend et non pas qui déferle. Et de cette manière-là, on peut installer ces installations faites par cette entreprise israélienne. Il y a un de leurs sites de démonstration, c'est le port de Jaffa. Et ce site est connecté au réseau électrique israélien et fonctionne très très bien. Aujourd'hui, il y a 3 projets dans le monde, un en Catalogne qui est en cours de réalisation, un deuxième qui est en Chine, et j'ai oublié où se situe le troisième.
Mais tout ça est tout à fait fascinant. Autre exemple, c'est celui du bannissement Norbert, du… tout- on est un petit peu en retard et je Ah, pense d'accord, que j'arrête tout de suite. c'est pas, non, non, c'est pas ça, c'est que, voilà, on J'avais peut, fini pratiquement. J'ai juste une voilà, phrase d'accord, que je donc, voulais rajouter. d'accord. Le bannissement de toute énergie fossile pour les transports en Israël fait partie de la loi actuellement. Ça doit se produire d'ici de 2030, normalement. Ça devrait arrêter totalement l'usage des combustibles fossiles pour tout ce qui est transport. Donc, je vais repasser la parole à Ezra et il va reprendre les choses de manière un peu plus systématique et un peu plus détaillée, qui nous paraissent à tous les deux les plus importantes dans notre… Voilà, alors Ezra, c'est exactement, moi j'ai rien à rajouter sur ce que tu viens de dire, donc je te donne la parole. Peut-être, voilà, ce serait bien de juste d'aller à l'essentiel. On t'écoute. Bon, l'essentiel, on peut le résumer en 3 mots. Israël ne fait pas comme les autres États. Israël ne fait pas comme les autres États. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle obtient des résultats exceptionnels, mais personne n'en parle. En dehors, bien sûr, de nos alliés qui nous demandent de l'aide. La première chose qu'il faut comprendre, c'est l'approche. L'approche, elle vient du judaïsme. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que, par exemple, la crise de l'environnement vient de comportements coupables des hommes, des usines, etc. Le judaïsme dit que le monde a été créé imparfait et que le rôle des hommes, c'est de le rendre parfait, de le modifier. Et nous voyons notre rôle en Israël en permanence de créer un pays dans lequel tous les problèmes de l'environnement auront une solution qui permettront de mieux vivre. La deuxième chose que je veux dire, c'est la méthode, les méthodes mises en œuvre. Nous ne pensons pas que la solution de diffuser la peur, les appréhensions, les risques de catastrophe, ce que actuellement se fait au niveau de la pandémie d'ailleurs, est quelque chose qui permette de mobiliser la population pour résoudre un problème. Au contraire, ça la paralyse et ça rend la possibilité de résoudre le problème très, très, très peu disons, réaliste. Nous pensons, nous, que ce qu'a dit Norbert est tout à fait exact, qu'il faut chercher des solutions qui combinent l'action des autorités nationales, des autorités régionales et des autorités et des individus. Je vais prendre un exemple. Les autorités nationales ont décidé que, puisque nous avons du gaz naturel, nous allons l'utiliser au maximum et donc nous allons l'utiliser dans des usines de production d'électricité ou de production d'énergie qui sont celles qui sont actuellement disponibles en Israël. Une région, celle d'Elat et Lot, a dit non. Nous, ce qu'on veut, c'est développer immédiatement des énergies solaires pour produire à 100% nos besoins. Eh bien, elle l'a fait. Elle l'a fait avec un appui de tous les résultats, de toutes les énergies locales, des innovateurs. Et aujourd'hui, cette région est une énorme exportatrice de solutions de production d'énergie solaire dans le monde. La grande société israélienne qui fait cela est dirigée par des Haverim du kibbutz Ketura. Donc voilà. Deuxième chose que je voudrais dire pour aller plus vite, c'est qu'il y a une autre dimension en Israël qui n'existe nulle part, c'est que Israël considère qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du peuple juif.
le mouvement sioniste, dès 1901, sous l'impulsion donc de ses dirigeants, a créé un Fonds national juif dans lequel l'idée était qu'on va racheter les terres, les pirer, les mettre en valeur au nom du peuple juif. Et ces terres ne sont pas, on ne peut pas les vendre. Quand on peut, par exemple, quand on les met à disposition d'un village sur le plan touristique ou d'une usine, on le fait dans un cadre de 99 ans et à condition que le village fasse ce qu'on veut, c'est-à-dire que fasse quelque chose d'un point de vue agricole excellent ou fasse une usine excellente, etc. S'il ne le fait pas, on lui retire sa terre. La terre n'appartient pas aux particuliers qui l'utilisent. Elle appartient au peuple juif, puisque le mouvement sioniste est de dire que tout ce que nous faisons est destiné à modifier l'environnement de façon à pouvoir permettre la venue en Israël de tout le peuple juif. C'est une première chose qui a été faite déjà de 1901 et c'est quelque chose qui est devenu extraordinaire puisqu'on a planté 6 millions d'arbres alors qu'il n'y avait quasiment pas du fait que tout avait été arraché par l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, 10% de la terre est utilisée par les forêts. Alors, je voudrais dire autre chose. Si, en 1948, nous parlions, comme le faisait Ben Gourion, de l'arrivée de tout le peuple juif, on avait en 1948 un niveau d'environnement qui ne permettait pas de pouvoir recevoir plus que peut-être 10% du peuple juif, peut-être moins. Il n'y avait pas de pluie, le désert représentait 60% de la population, il y avait des zones dans des conditions sanitaires affreuses, comme la vallée qui est considérée comme une vallée extrêmement fertile, donc au centre du pays. Et donc, on avait l'impression que Ben Gourion et l'équipe sioniste étaient des fous. Ben Gourion a utilisé le mot fou en disant que ça aide. Ça aide pour faire ce qu'il y a à faire. Et en fait, le problème était dès le départ de voir comment on allait être capable de créer un environnement qui allait être de qualité supérieure à celle des pays développés pour que, de façon volontaire, le peuple juif qui, en Israël, ne représentait à l'époque que 5%, arrive en Israël. Et aujourd'hui, il représente 45%, grâce, à mon avis, aux problèmes d'environnement qui ont été traités à la racine depuis la création du pays. Alors, étant donné que Véronique m'a expliqué qu'il faut que j'aille plus vite, je veux dire ça de façon plus simple. Écoutez, on a plusieurs problèmes en Israël. Je vais prendre les plus graves. Les plus graves, Israël est au Moyen-Orient. Il n'y a quasiment pas de précipitations exploitables dans tout le Moyen-Orient. Les gens vivent avec à peu près 20 litres d'eau de consommation par jour, alors que dans tous les pays développés, c'est 160, 180, 200. Aux États-Unis, c'est 350. Et il n'y a pas de possibilité avec les précipitations de fournir plus. Et donc, il fallait trouver des solutions pour pouvoir donner à la population et à l'agriculture, puisqu'il fallait être indépendant, et surtout pas être dépendant de boycotts d'ici ou de là, y compris de nos amis qui régulièrement nous menacent de boycott, et je le dis parce que nous vivons cela tous les jours. Eh bien, il fallait trouver des solutions. Et les solutions qu'on a trouvées en dehors du fait de chercher les techniques particulières, on connaît tous l'irrigation au goutte à goutte, c'est d'abord la mobilisation de la population, le fait de
dire que c'était une question vitale de réussir le problème et le recyclage généralisé. Et là, il faut que je m'explique. En Europe ou dans tous les pays développés, il n'y a pas de recyclage des eaux usées. Il n'y en a pas. Les eaux usées sont traitées à un prix très élevé d'ailleurs, prix plus élevé qu'en Israël, alors qu'en Israël, on les traite à un niveau beaucoup plus important, et sont envoyées à la mer. Et ça veut dire que des eaux douces vont être envoyées dans un endroit où ils vont être salées, et si on veut les récupérer, ça va coûter très cher. En Israël, les eaux sont traitées jusqu'à un niveau quasi potable. Quasi potable, c'est-à-dire que quelqu'un les boit, il est en bonne santé, il n'a pas de maladie particulière, il ne voit pas de différence. Et ces eaux sont recyclées à 95-96% pour l'agriculture, mais dans toutes ces utilisations. Ce recyclage peut permettre de pouvoir récupérer 600 millions de mètres cubes d'eau par an, alors que nous avons des ressources de l'or, nous avions des ressources de l'or de 1200 millions de mètres cubes par an, et nous avions besoin de 2000 millions. Alors, comment on a fait? Eh bien, on a cherché des plantes qui consomment moins d'eau, on a cherché comment utiliser des eaux salines pour pouvoir développer l'agriculture, et on a surtout fait quelque chose d'extraordinaire. On a cherché toutes les fuites dans les canalisations. Dans tous les pays du monde, il y a des fuites dans les canalisations. En Chine, c'est 50% ou plus. Dans les pays développés, c'est entre 28 et 30%. En Israël, on a réduit ceci à 11% et on continue à le réduire. Et comment on a fait? C'est très difficile de trouver ces fuites. On a développé des solutions originales pour les chercher sans creuser. Bon, et je vais être un peu plus rapide. En parallèle, et c'est ça qui est très très important, nous avons décidé au niveau de la direction du pays et le rôle de prophète principal, c'est Ben Gurion, non seulement de conquérir le désert, mais de le faire fleurir. Quelle est l'idée? Conquérir le désert, ça consiste à transformer une zone inculte, dans laquelle, pour l'instant, rien ne pousse, dans laquelle les gens vont vivre et vont vivre bien. Et le faire fleurir, c'est même, sur le plan environnement, avoir quelque chose de très agréable. L'idée, d'ailleurs, de faire fleurir a été réalisée dans le désert. Et je vais vous montrer après une image où la population aime bien aller régulièrement là-bas parce qu'il y a énormément d'anémones. 25% du Negev a été récupéré comme un territoire normal. Rien qui le différencie entre Kiryat et le sud de Beersheba jusqu'à Yeruham aujourd'hui, ce n'est plus le désert. Plus du tout. Il y a des usines comme l'énorme usine de Intel à Kiryat, il y a des productions agricoles de haut niveau, il y a des universités, des centres de recherche, etc. Et ceci a été fait jusqu'en 1998. Et en parallèle, par exemple, je vous ai parlé du fait qu'il y avait une zone qui était complètement insalubre et qui est devenue une zone de très très grande richesse au centre du pays. Tout a été fait pour pouvoir récupérer toutes les terres possibles. En parallèle, les problèmes de température, nous avons en Israël du conditionnement d'air partout. Depuis très longtemps, toutes les voitures ne peuvent pas rouler sans conditionnement d'air. La plupart des 99%, peut-être 98% des logements ont le conditionnement d'air. Quand on rentre dans un magasin, il y a un conditionnement d'air, etc. Et deuxièmement, nous avons toutes les possibilités de pouvoir
cherché à systématiquement trouver des solutions pour le faire moins cher. Et ça a permis, maintenant, à partir de 1990, le pays avait fait un bond au niveau de son niveau de vie. On a eu la possibilité de faire des gros travaux. Et un des gros travaux qui a été fait, ça a été de permettre le passage des oiseaux migrateurs en Israël. En fait, les oiseaux migrateurs passaient avant au Liban. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des guerres civiles terribles au Liban, et ils ont choisi de passer par Israël. Mais les oiseaux migrateurs ont beaucoup d'inconvénients. Ils sont très très nombreux, c'est 1,5 milliard qui arrivent en temps très court. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se reposer. Et nous avons en Israël de très grandes unités d'élevage de poissons. Et personne ne veut que ces poissons deviennent la nourriture de demi-milliards d'oiseaux migrateurs. On leur a créé des étangs spéciaux partout dans le pays. Ces étangs spéciaux ont des poissons-chats. L'intérêt du poisson-chat, c'est que les oiseaux migrateurs les aiment bien et ils ne sont pas cachers. Personne n'ira les manger. En Israël, d'ailleurs, personne ne vous dit que les gens respectent la Torah, mais personne ne mange de poisson-chat. D'ailleurs, très peu de gens mangent du cochon. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la chose est tellement intéressante qu'une partie des oiseaux migrateurs est restée en Israël. Alors que normalement, ce n'est pas un climat. Pour eux, ils s'en vont, ils reviennent, c'est pas du tout. Enfin, c'est assez marrant. Nous avons chez nous maintenant des types d'oiseaux migrateurs particuliers. Le deuxième problème était celui-ci, c'est que pour pouvoir récupérer les terres, nous avions en 1948 besoin d'assécher un marécage qui venait du fait que le lit du Jourdain n'avait pas été traité et donc là-bas s'était accumulé et l'eau créait des inondations et justement des zones qui étaient des zones qui n'étaient pas sanitaires, dans lesquelles les gens avaient la malaria. Et donc on avait asséché des marécages du Houla. Et en 1990, on s'est dit que c'était dommage parce que ça avait joué un rôle négatif sur la biodiversité. On a rétabli une partie du lac de Houla. On a aidé à se développer toutes sortes d'oiseaux adaptés, pas seulement d'oiseaux, des plantes. Et aujourd'hui, le lac de Houla est devenu une zone de climat dans lequel la population arrive, etc. Et donc, nous avions le sentiment à cette époque que nous avions créé un environnement, puisque déjà à l'époque, nous avions à peu près 40% de la population, qui allait permettre, disons, à recevoir de plus en plus de population juive du monde. Au fait, chose qu'on ne sait pas en France, je vis en Israël depuis plus de 40 ans, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait dans le monde des juifs qui ont été persécutés en tant que juifs et qu'on a dû sauver, sans le dire. Et actuellement, la dernière qui a été faite, c'est en Ukraine, où on a jeté les juifs dehors des deux côtés du conflit en prenant leurs maisons et tout ce qu'ils avaient. Donc, je raconte ça pour dire que le sionisme, contrairement à tous les intellectuels de bon ton qui veulent dire qu'il n'est plus à la mode, non seulement il est à la mode, il est appliqué jour après jour en Israël. Voilà. Et maintenant, si vous voulez savoir ce qui s'est passé après 1998, tu peux juste nous faire un petit résumé. Ça a été vraiment une gifle. Pourquoi? Parce qu'en 1998, brutalement, les précipitations ont baissé de
30%. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 12 000 millions de mètres cubes par an, on n'a plus que 850. Et en plus, certaines années. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire parce que toutes les idées qu'on avait eues jusqu'en 1998 avaient été exploitées. On ne pouvait pas plus recycler, plus économiser, plus rechercher des fuites. C'est fini. Les fuites avaient été trouvées, c'était fini. Mais il fallait trouver une quantité énorme d'eau. Et donc, le prophète dans cette affaire, ce n'est pas Ben Gurion, c'est Ariel Sharon. C'est extraordinaire ce qu'il a fait parce qu'il était seul en opposition avec tous ses conseillers, avec tous les experts, entre guillemets, du traitement d'eau. L'expert du traitement d'eau avait un inconvénient considérable, il ne savait rien sur le dessalement. Et donc, il ne voulait en aucun cas que le pays passe au dessalement. Ils voyaient leur carrière mal se passer. Les autres disaient, eh bien, le prix du dessalement dans le monde est de l'ordre de 65 cents le mètre cube. Nous, notre prix de revient est de l'ordre de 50 cents le mètre cube. Si jamais on fait du dessalement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'agriculture va crever. Et Ariel Sharon a dit, tout ça, ce sont des paroles de personnes qui n'ont jamais su agir face à la difficulté. Nous allons faire des usines gigantesques qui n'ont jamais été faites dans le monde. Nous allons introduire la concurrence internationale. Chaque usine est de l'ordre de plus de 100 millions de mètres cubes par an, alors qu'à l'époque, elle ne dépassait pas 50, 60, même en Arabie Saoudite. Et nous allons dire à tous les concurrents que celui qui va être capable de nous amener un prix sur 20 ans de l'ordre de 50 centimes le mètre cube, eh bien, il aura des chances d'avoir toutes les 6 usines, s'il tient le coup. Et nous allons vérifier ce qu'il est capable de faire en faisant un système qu'on appelle le BOT, c'est-à-dire qu'on ne lui paye pas sur son investissement, on le paye au mètre cube qui est de qualité. Et on vérifie en permanence le mètre cube sur 20-25 ans. Et on a récupéré des usines de dessalement à 48 cents le mètre cube, pas à 50, à 48, moins cher que le prix de ce qu'on avait avant. Et à partir de là, s'est posé une autre question. Et là, je vais essayer quasiment de finir. Puisque nous avons de l'eau à pas chère, pourquoi ne pas créer un environnement dans lequel les rivières, les ruisseaux ont de l'eau toute l'année, comme en Europe, comme dans les pays bénis par les précipitations. C'était d'ailleurs le rêve de Sharon. Alors, on a commencé, on va en train de créer une nouvelle installation qui n'est pas destinée à produire de l'eau pour la consommation urbaine. On a suffisamment les 5 installations autres. Elle est énorme. Elle est là aussi la plus grande du monde, à Sorek 2. Elle est sortie avec un prix encore beaucoup plus réduit, de l'ordre de 42-43 cents le mètre cube, alors que le dollar s'est réduit en Israël, point de vue valeur. Et cette usine va nous permettre de faire ceci. D'abord, de remplir complètement les nappes phréatiques et les eaux souterraines. Deuxièmement, de mettre en valeur la vallée du Jourdain au nord du pays, c'est-à-dire entre le lac de Tibériade et la mer Morte. Et troisièmement, commencer à lutter contre la réduction du niveau de l'eau de la mer Morte. Je voudrais dire à ce sujet que nous avons en face de nous, pour faire ce travail, l'opposition extrême d'une énorme société israélienne, qui s'appelle Kiel, qui, étant donné qu'elle a un monopole dans le monde de produits des engrais, ne veut pas tellement que l'on modifie le niveau de la mer Morte parce que ça va faire apparaître qu'elle a fait des dommages
au niveau de l'environnement de la mer Morte qu'elle sera obligée de réparer. Et que nous avons eu un gouvernement qui, au lieu de la soutenir, comme le font certains gouvernements, l'a menacé de lui retirer sa concession et de faire un appel d'offres international pour donner la concession à quelqu'un d'autre. Et elle a cédé. Et elle a payé 15% d'impôts alors qu'elle ne payait que 2 à 3%. Alors, je dis ça pour dire que non seulement il n'y a pas de, disons, de situation dans laquelle on a l'État qui impose quelque chose et les citoyens acceptent ce qu'il fait, on a une situation dans laquelle l'État se sent obligé, parce qu'il est surveillé de très près, de pouvoir faire face aux oligarchies internationales. Voilà, j'ai fini. Eh ben, merci beaucoup, Ezra. Merci beaucoup, Norbert. En fait, on a bien compris, Ezra, que tu aimes Israël, que tu es un sioniste du premier jour à aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir parce que nous aussi, nous le sommes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Je vous demanderai peut-être de lever la main si vous avez des questions. Comme ça, je vous donne la parole. Pas de questions? C'était tout était clair? Oui? Alors, Perla. Alors, attends, je vais te donner la parole. Alors, si c'était possible, des questions courtes pour que nos intervenants puissent y répondre. Voilà, c'était à propos de une des premières questions dont vous avez parlé, celle des plantes qui s'adaptent, j'ai pas bien compris, à l'énergie solaire ou à l'environnement. Un projet israélien de développement de plantes pour lutter contre le stress climatique. Vous avez bien parlé de cela. Alors, je vais répondre à cette question parce que nous sommes au cœur du développement de la recherche d'Israël. Oui. Alors, actuellement, nous sommes dans la situation où nous nous sommes rendus compte que les échanges d'énergie, de lumière des plantes permettent de pouvoir produire de l'électricité parce qu'elles font leur travail comme si jamais c'était des panneaux photovoltaïques. Très bien, oui, je comprends. Et nous avons des chercheurs qui cherchent à transformer l'agriculture, ça va commencer par des algues, en des centres solaires. En parallèle, un autre problème du solaire, puisqu'on cherche à développer le solaire au maximum, ce n'est pas d'ailleurs quelque chose qui se fait en complète cohésion avec l'État. L'État cherche à développer plutôt le gaz naturel. Mais le solaire, en particulier au point de vue solaire, il y a un problème qui est celui du stockage de l'énergie la nuit. Et ce problème coûte cher et bloque le fait que le solaire remplace l'énergie du gaz naturel en Israël. Eh bien, il y a en Israël, dans la mer Morte justement, du brome. Le brome permet d'avoir des bromures et il y a des chercheurs qui peuvent créer, qui ont développé un système pour créer des batteries au bromure. L'agriculture en Israël est liée au high-tech. Alors, la question, ce que j'ai dit et que vous n'avez pas très bien compris, c'est ma faute, c'est que les espèces de plantes, la même plante peut avoir des tas d'espèces. Toutes les espèces n'ont pas le même besoin de consommation d'eau. Et toutes les espèces n'ont pas le même besoin de consommation d'eau douce. Par exemple, nous avons actuellement un développement considérable dans la région du plateau du Negev, très près de la frontière égyptienne, où l'eau disponible est à une salinité extraordinaire, où on a trouvé des plantes qui avaient la possibilité de se développer très très bien avec de l'eau extrêmement saline. Par exemple, on a trouvé des espèces de tomates qui rejettent le sel
et qui, de ce fait qu'elles rejettent le sel en se développant, elles sont plus douces que les tomates normales et elles se vendent plus cher. On a trouvé du coton qui est meilleur que le coton égyptien et il est acheté par les entreprises qui font la mode. Et ces agriculteurs qui vivent dans une région qui était au départ extrêmement désertique, aujourd'hui commencent à s'enrichir. Ce ne sont pas des colons qu'on a envoyés là-bas sans connaissance, ce sont des couples de 30 ans qui ont une expérience agricole et qui cherchent à trouver des solutions qui sortent du commun et qui utilisent le high-tech. Alors, je fais un lien entre les espèces qui consomment moins d'eau, celles qui consomment des eaux salines et celles qui vont permettre de pouvoir produire l'énergie. Oui, Merci. merci. Lisette? Ouais. Merci beaucoup. J'ai trouvé cette conférence passionnante. Merci Véro et merci aux intervenants. Je voudrais juste revenir sur les propositions que vous avez faites. Je crois que c'est Norbert qui en a parlé, notamment le fait de pulvériser du soufre dans l'atmosphère. Comment ça se fait que ces projets, premièrement, n'ont pas été faits? Est-ce que c'est parce que, par exemple, le soufre n'est pas bon, aussi bien pour la santé humaine que la santé animale? Ou qu'est-ce qui a fait que tous ces projets que vous avez évoqués ne sont même pas connus? Alors, je vais répondre sur cette partie-là. Cette pulvérisation d'aérosols à base de soufre dans l'atmosphère, comme vous l'avez dit, le soufre n'est pas très bon pour la santé, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle ça ne s'est pas fait. C'est qui allait prendre la responsabilité de le faire et que cela ne touche pas les autres. Il n'y a pas de responsabilité possible dans ce domaine-là, sauf à mettre en place une gouvernance mondiale, et ça, on en est loin encore. Donc, ces projets utopiques sont irréalisables pour l'instant parce que l'organisation du monde tout simplement ne le permet pas. Mais ça utilise beaucoup d'énergie de la part d'un certain nombre d'écologistes qui ont beaucoup travaillé sur ces solutions-là, mais qui continuent à penser qu'on va pouvoir les imposer. Mais on ne peut pas les imposer, parce qu'il n'y a pas d'autorité pour pouvoir les imposer. D'accord, merci. Ok. Peut-être Philippe, Attends, je ne sais plus. Philippe, est-ce que tu es avec nous pour conclure? De connexion, je suis là. Voilà. Je te laisse la parole. Bon, sans transition, c'est compliqué de parler après Norbert et Ezra. Simplement, ce que je peux te donner un petit... Voilà, regarde, j'ai noté comme ça, et parce que ça m'a paru vraiment extraordinaire. Je crois que c'est Ezra qui a dit Israël a une responsabilité sur l'ensemble du monde juif. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser au Bnei Brit, et je me suis dit que c'est vrai qu'Israël et nous, c'est pas pour rien, on avait aussi cette responsabilité, qu'elle soit environnementale ou sur d'autres sujets, quoi. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce qui a été dit ce soir. Il y a ce que tu dis, Véronique, et puis il y a 10 000 autres trucs. 10 000 thèmes qui ont été évoqués, des choses extrêmement importantes, pas seulement intéressantes, mais importantes. Il peut y avoir, on assiste à beaucoup de conférences où c'est souvent très intéressant. Là, c'était intéressant et important parce que le thème, c'est évidemment, c'est notre avenir, hein, celui de nos enfants, la terre qu'on va leur laisser. Et c'est vrai que ça a été un moment évoqué, je crois, par Ezra Banoun, c'est que le peuple juif, c'est toujours soucié de ces questions d'environnement. On l'oublie quelquefois. Dans la Bible, dans la Torah, il y a des dizaines de références
sur le soin à prendre à la terre, la protection. Il y a la Shemitah, tous les 7 ans, laisser reposer la terre. C'est des choses qui ont été écrites il y a des millénaires. Que maintenant, certains aujourd'hui redécouvrent dans certains quartiers parisiens. Mais dans la Torah, c'est depuis, ça fait 5000 ans que ça a été écrit. Et cette attention que porte le peuple juif, et puis Israël maintenant, qui en est son plus digne représentant, cette attention pour la terre, pour le climat, pour toutes ces questions écologiques, pour les défis écologiques en général, comme l'a dit Ezra Benoun, le défi climatique, c'est un point parmi tant d'autres. Et c'est vrai que c'est probablement, paradoxalement, le moins important, à côté de tout ce qu'il a cité. Mais c'est celui qui aggrave tous les autres. Donc c'est là le problème, c'est ce que j'ai retenu. Mais j'ai surtout retenu une chose, j'ai notamment retenu une chose, c'est une phrase qu'a donnée Ezra Benoun quand il dit Israël ne fait jamais les choses comme les autres. Et d'abord, ça on le sait, les Juifs non plus d'ailleurs en général. Mais on le sait, Israël ne fait pas les choses comme les autres. Dans un certain nombre de cas, ils le font peut-être un petit peu mieux que les autres. Et c'est pour ça qu'on est tellement adoré par tellement de monde. Mais ce qui est clair, c'est que sur ce sujet-là du défi climatique ou des questions écologiques en même temps, en général, non seulement c'est pas fait comme les autres, mais comme je disais, et comme Véronique l'a dit un petit peu à l'instant, c'est un message universel qui est porté par le peuple juif, par Israël depuis très longtemps, qui est porté encore aujourd'hui, qui continuera à l'être. Et ce que je disais au début en introduction, c'est que finalement ce message universel, on est trop nombreux à la fois dans la société, mais même j'ai envie de dire dans la communauté juive, à quelquefois oublier que c'est un message fort du peuple juif. C'est un message fort et une des réalisations fortes d'Israël. Israël ne fait peut-être pas les choses comme les autres, mais quand il les fait, d'abord, il les fait au moins aussi bien. Et surtout, il les fait avec ce génie créatif, ce génie technologique, ce génie scientifique, qui fait que quelquefois, ça va un petit peu plus loin que les autres. Mais toujours, il le met au profit de l'humanité, au profit de ces messages universels. Et c'est ça la force d'Israël. C'est pas de ne s'adresser qu'aux Juifs. D'abord, c'est pas de s'adresser qu'aux Israéliens, c'est pas de s'adresser qu'aux Juifs, c'est de s'adresser à l'humanité tout entière. Et peut-être que ce thème du défi climatique, c'est peut-être une des plus belles illustrations de ce message universel, et peut-être une illustration, comme je disais, qu'on n'utilise pas assez dans nos argumentations militantes, dans nos combats, parce que peut-être elle est évidente. J'ai aussi entendu, j'avais jamais capté ça, mais il n'y a pas de parti vert en Israël. C'est exceptionnel. Pour un pays qui a été construit par l'écologie. C'est quand même le seul pays qui a fait un désert, des rivières. Enfin, c'est un pays qui a été construit par l'écologie. Et il n'y a pas de parti vert. Mais peut-être tout simplement parce que c'est une évidence pour la nation israélienne. Il n'y a pas besoin de parti vert. Chez nous, il y a besoin d'un parti vert, avec les résultats qu'on connaît quelquefois, parce que c'est peut-être pas si évident que ça. Et peut-être qu'ils s'y prennent tellement bien depuis des décennies que c'est toujours pas évident. Et avec des dérives qu'on connaît, notamment les dérives antisémites. En Israël, c'est pas la question, c'est une évidence. Je dis, c'était écrit dans la Torah, les pères fondateurs d'Israël avaient cette âme écologique pour faire un bout de cailloux avec des marécages et puis des conditions terribles, deviennent des prairies et des start-up. Bon, donc il n'y a pas besoin de parti vert pour ça. En revanche, ce qu'il y a besoin, c'est pour nous, comme a dit Véronique, au Mnébrit, on a aussi cette responsabilité. Pour nous, on a ce devoir de rappeler peut-être plus qu'on ne le fait d'habitude, que ces questions fondamentales pour l'homme sont des fers de lance dans le combat d'Israël et du peuple juif. Et c'est notamment important pour lutter positivement contre la haine anti-juive et contre ceux qui cherchent à nous boycotter de façon aussi haineuse et ignoble. Mais c'est aussi peut-être pour nous, Bnei une façon, et je le dis en voyant Lisette, c'est aussi une façon de nous adresser à la nouvelle génération. Je pense au Bnei, mais je pense à la communauté juive en général, au peuple juif en général, de nous adresser à cette génération qui aujourd'hui a soif de ces thématiques, qui
qui est très intéressé par toutes ces questions. Et on doit peut-être leur en parler, avec un regard juif, avec un regard israélien, avec ce regard-là, comme vous l'avez fait ce soir, brillamment. Et tout ça ne donne qu'envie de le faire encore plus. Donc, merci pour cette motivation que vous nous avez donnée. Merci Philippe pour ce message d'universalisme. Merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. On a été très heureux de vous avoir. Et bien sûr, merci à Norbert et à Ezra. Et je vous conseille vraiment d'acheter ce livre parce qu'il est passionnant du début à la fin et on apprend énormément de choses qui nous laissent à penser, qui nous donnent à penser. Et donner à penser, c'est très important. Voilà. Merci. Merci Véronique. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. Shalom Uvracha. Shalom Uvracha. Shalom Uvracha.